Monsieur l'ambassadeur, vous connaissez bien la France, puisque vous avez fait vos études dans ce nord qui vous changeait un peu de votre pays, à Lille, en France. Ensuite, vous avez été, comme beaucoup d'entre nous, journaliste, et journaliste représentant également de l'Agence nationale d'information iranienne, et vous avez intégré le ministère des Affaires étrangères. Vous êtes un peu promené en Amérique latine, au Chili. Vous êtes revenu vers nous à côté, auprès des communautés européennes à Bruxelles. Vous avez été responsable des pays occidentaux, d'Europe occidentale, adhérents au ministère. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes revenu en la France, là, à l'adolescence, à vos études dans ce pays qui est la France. Et j'espère que vous y plairez comme vous y êtes plu en tant qu'étudiant. Et en même temps, je voudrais vous remercier particulièrement. C'est votre première prise de parole dans notre pays, devant prise de parole publique. Je crois que nous apprécierons le fait que vous ayez choisi ce lieu, cette ambiance un peu universitaire, beaucoup universitaire, mais un peu qui vous rappelle encore une fois vos études, pour prendre la parole publiquement. De tout cœur, soyez-en remerciés. Ce débat, mais est-ce qu'il y aura un débat? Je ne sais pas. Éric Dénessé, que vous avez à votre droite, est un très grand spécialiste du renseignement, j'allais dire du renseignement intelligent, dans la mesure où maintenant tout le monde se prétend responsable ou spécialiste de la sécurité, de la défense, etc. Éric, qui connaît pas mal ce monde-là, Éric est quelqu'un qui laboure depuis très longtemps le terrain, et aujourd'hui, vous le remarquerez, il s'est beaucoup penché, étudié, déplacé. Il connaît très très bien le monde de la défense, il en vient un peu aussi, ne l'oublions pas. Et c'était une joie aujourd'hui que non pas de débattre avec lui, mais d'essayer d'être complémentaires tous les deux, lui et moi. Je vous souhaite la bienvenue dans cet antre du savoir, de la transmission, qui cherche tout simplement à donner à ses étudiants le moyen de comprendre le monde pour le changer. Parce que nous voulons, nous, à l'Hilléry, changer le monde, notre monde tout près, le monde où le monde de la voir est en train de l'emporter sur le monde de l'être. Merci à vous et très bon débat et très bonne conférence. Bonjour tout le monde. D'abord, je dois remercier la présidente de me donner l'occasion d'être parmi vous. Je dois dire que pour un diplomate de carrière, c'est pas tant facile d'être parmi des universitaires. Il faut faire attention de dire les sujets ou bien les paroles qui
qui est convenable avec l'ambiance que c'est devant moi et parmi vous. Comme l'ambassadeur d'un pays du Moyen-Orient, à côté du Golfe Persique, malgré que vous entendez quelque chose tout à fait bizarre de l'autre côté de l'Atlantique de se nommer cette voie internationale qui était bien connue dans le monde, mais quand même j'aimerais bien insister, je viens de ce parti du monde. Heureusement, en France, nous ne sommes pas très étrangers. Nous connaissons la France à l'inverse, les Français à nous. C'est un avantage pour l'un et l'autre de dire sur la base d'une façon générale la connaissance assez adéquate pour la nécessité d'une relation diplomatique, à mentionner d'abord la présence de notre guide spirituel, Imam Khomeini, quand il était en France, avant de notre mouvement pour la libération. C'était un grand avantage pour la France parmi l'opinion publique iranienne qu'il connaît la France, mais il faut ajouter cette résidence de quelqu'un qui pour nous c'est un grand libérateur du pays. Voilà. C'est pour entrer dans le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, de vous en parler sincèrement, la situation de la politique extérieure de la République islamique d'Iran dans le monde tant compliqué, ajoutant de phénomènes nouveaux qui viennent dans l'administration américaine, qui nous oblige sur notre comptabilité, ajoutant quelque chose qui devient parfois inattendu, les actions, la décision, le mouvement, ou bien beaucoup de choses. Mais quand même, c'est la vie politique. Nous le connaissons il y a quasi 40 ans. Devant nous, certains phénomènes de politique étrangère qui étaient toujours doivent faire face d'une façon générale, ici ou là. Ça commence à notre voisinage, dans le Golfe Persique, jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire en Amérique latine. J'étais au Santiago de Chile au début de ma carrière diplomatique. Mais là-bas aussi, nous avions la situation quasi similaire quand on parle de la politique étrangère de Chili de Pinochet, quand il était avec les problèmes à l'époque de l'économie de ce pays-là. En face, la situation des États-Unis, qui était une histoire. Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. J'aime pas
aucune intention d'entrer dans les détails, mais pour attirer votre attention sur la nécessité de dire que pendant 40 ans, nous avions ce phénomène-là. Mais aujourd'hui, comme une partie de notre vie politique ou notre vie quotidienne, nous constatons toujours la situation parfois similaire, parfois inattendue, parfois bizarre d'une partie du monde. Mais quand même, je vais parler du quotidien. Parce que je pense aujourd'hui c'est l'opinion publique attend d'entendre de mon pays, parce que c'est le sujet du jour. Comment on voit le dossier nucléaire, qui est un facteur essentiel dans la relation internationale d'aujourd'hui, parce que d'une part, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemand, membre de l'Union, plus le représentant de l'Union. C'est-à-dire une grande majorité du monde actuel. Et de l'autre côté, c'est l'Iran. On commence il y a 2 ans la négociation pour arriver entente et bien d'accord sur le nucléaire. Un dossier quasi compliqué, simplifié, mais quand même sur l'attente de dire que sur certains prétextes qu'il était partout dans le monde, que l'Iran était en train de chercher nucléaire militaire. Mais après quasi 15 ans de challenge, 2 ans de négociations dures, surtout avec la position de la France dans les négociations, qu'il était un petit peu différent des autres, mais nous le remercions parce qu'on nous aide d'arriver à certaines choses qui étaient la base stable et bien comptable pour l'avenir de cet accord, mais quand même dur. Mais enfin, au bout de la journée, on a signé d'une part les 5+1 ou 3+3, ou n'importe quelle manière qu'on puisse le nommer, on a signé l'accord. L'accord qui est un accord international, l'accord qui était appuyé de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Conseil de sécurité, et la résolution 2231. C'est-à-dire, c'est pas bilatéral, ni changeable, on rien ajouté, on bien négocié, on bien renégocié. Voilà, c'est caractéristique de ce accord qui est aujourd'hui sur la table de tout le monde qui pense sur le sujet. Mais il vient quelques voix de l'autre côté de l'Atlantique qui disent, voilà, nous c'est-à-dire l'Iran, ne marche pas dans le sens de
de l'accord, en général. Mais d'après l'accord, ce n'est pas le pays qui l'a signé qui doit juger. Parce qu'il a déjà nommé un juge qui est l'Agence énergie atomique de Vienne, qui vérifie. Chaque période, il présente le rapport, jusqu'à présent 8, tout à fait adapté d'après l'accord, l'engagement de l'Iran, marcher sur l'accord. Il n'y a rien de dire de part et d'autre que l'un peut prétendre de le sujet. Voilà. D'une manière ou d'autre, une grande partie de la signature, c'est-à-dire l'Europe, avec la Russie, la Chine, qui vient de l'Union européenne, tous sont d'accord sur l'engagement, la responsabilité de l'Iran, s'adaptant avec l'accord. Ils ont dit que, comme le mentionné dans l'accord, c'est uniquement l'accord qu'on prend le sujet nucléaire, pas plus. C'est-à-dire l'accord, ça marche uniquement sur le problème, ou bien sur le dossier nucléaire de l'Iran. Mais s'il y a d'autres choses, d'autres sujets de la politique extérieure de l'Iran, il n'y a pas place dans le nucléaire, dans l'accord, pour le négocier, ou bien pour le poursuivre. Mais parfois, il y a à part des Américains qui prétendent quelque chose pour l'entente des amis entre guillemets européens qui disent voilà, si le nucléaire est séparé, bien concentrer l'accord sur le nucléaire, mais il y en a d'autres sujets d'inquiétude de la part des Européens ou bien d'autres sur la politique, ou certains aspects de la politique de la République islamique d'Iran, qui est la situation régionale dans le Moyen-Orient. Il a la capacité défensive de l'Iran. Bon, je viens de mentionner que en séparant le nucléaire avec les autres, le dossier, c'est bien clair comment on doit gérer par les signataires. Mais même si on parle de l'inquiétude de part et d'autre, bon, s'il y en a de l'inquiétude, s'il y a des réelles inquiétudes d'une part, bon, nous aussi nous sommes inquiets. Nous vivons dans une région très dangereuse, très compliquée. La région qui est aujourd'hui, vous le constatez que notre voisinage, quasi tout le monde sont dans la guerre. L'Irak, l'Afghanistan, Yémen, Bahreïn, un peu plus loin la Syrie. Bon, s'il y a de l'inquiétude pour un sujet de notre capacité de la défense, nous sommes bien prêts de l'expliquer comment nous agirons dans ce domaine-là. Nous, l'Iran, avec 80 millions d'habitations, nous avons la dépense militaire de 12 milliards. Avec le passé de 8 ans de guerre, l'invasion d'étrangers contre l'Iran pendant le régime de Saddam, il était envahi une partie de notre pays, bombardé, avec différents types de missiles, différents appuis militaires de la part de tout le monde, de l'Est ou de l'Ouest à l'époque. Personne n'était pas prêt de nous aider. Même donner le but pour notre soldat. Mais après la guerre,
Mais pendant la guerre, nous constatons qu'on doit faire quelque chose pour nous défendre. Aujourd'hui, une grande partie de notre défense, c'est Médine nationale. Personne n'est pas prêt de nous vendre, même les plus simples matériels militaires, parce que nous étions dans une situation que vous le savez. Mais quand même, sur la comptabilité, 80 millions d'habitations, 12 milliards. Et de l'autre côté de la Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, plus de 65 milliards l'année dernière achètent le matériel militaire. Émirats, avec 1,5 million, plus de 25 milliards. Bon, qui va juger pour cette région avec telle capacité militaire, les autres doivent rester calmes. Mais quand même, il faut mentionner, il y a certains de notre voisinage de capacités nucléaires militaires. Qu'il n'y a aucun contrôle international sur ces capacités-là. Israël, avec la capacité bien claire, et les autres. Vous le connaissez. Ce n'est pas nécessaire de le mentionner. C'est-à-dire, dans cette situation-là, l'Iran, c'est un pays qui, d'après les capacités nationales, essaie d'avoir le minimum nécessaire pour se défendre. Mais les autres, il y a cette liberté totale de quelqu'un vient de l'autre côté de l'Atlantique, à Riyad, signer l'accord, le contrat de 400 milliards de dollars de vendre armement militaire. Personne ne se demande l'utilisation de telles capacités. Bon, c'est-à-dire, malgré tous les chiffres ou bien l'explication qu'il existe, nous sommes tout à fait disponibles, tout à fait prêts de parler pour la sécurité de la région, dans la région, parmi les pays de la région. On a déjà présenté notre disponibilité pour commencer le dialogue avec l'Arabie Saoudite. Malgré les affaires il y a 2 ans, notre pèlerinage dans le MENA, bien tout ce qu'il a passé, vous le connaissez, c'est pas nécessaire de le mentionner. Et bien les autres, la situation de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Téhéran, voilà, c'est un autre sujet qu'on puisse discuter ensemble. Mais pour votre connaissance, quand on présente la proposition de parler avec l'Arabie Saoudite, de parler les sujets de la région, vous savez comment c'était la réponse du ministère de l'Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite? Cette affaire, c'était affaire de pays arabes. Ça n'a rien à voir avec vous. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes inquiets. Il faut trouver quelqu'un qui nous réponde. Mais quand même, nous sommes tout à fait prêts de dire notre situation défensive dans la région. Le deuxième sujet, c'est la situation globale, ou bien en particulier le Moyen-Orient, qui est devant nous, surtout la Syrie. On dit l'Iran est présent à Syrie, pourquoi faire? D'abord, nous ne sommes pas la présence militaire à Syrie. C'est-à-dire, nous sommes là
à la demande officielle du gouvernement syrien, ou bien des Irakiens, comme conseiller. Mais il y en a dans notre région, il y en a présence militaire de part et d'autre. Pour l'Europe, les Américains, des autres, ils sont partout. Mais quand même, pour la Syrie, nous pensons que le problème de la Syrie doit régler parmi les Syriens. Syriens nous-mêmes. Le dialogue Syrie-Syrie. Mais quand même, les gens qui étaient parmi les groupes terroristes, ils n'ont pas la place pour l'avenir. Comme vous le constatez, les Syriens sont en défense de ce pays, d'essayer de débarrasser de la terrorisme. On dit que le président Bachar al-Assad, il a fait faute dès le début de la crise. Bon, c'est une histoire qui doit discuter. Mais quand même, ce n'est pas le moment à l'analyse de la région. L'essentiel, les priorités de la région, de la Syrie, pour le moment, c'est pas trouver la faute du début de la crise. Aujourd'hui, la stabilité, il y a paix dans le pays, sortir de la crise, y ramasser les Syriens autour de la table, c'est essentiel. Le plus essentiel, c'est que la démocratie doit rétablir la manière de gouvernance, l'avenir de deux pays, comme partout dans le monde. Si la démocratie est bonne, c'est bon pour tout le monde. La Syrie, c'est le pays qui peut aller aux urnes, chacun à sa place, d'élire la manière de gouvernance pour le pays. Mais sans condition, disons l'un et l'autre doit sortir, doit faire n'importe quoi, ou bien doit répondre. Mais s'il arrive la stabilité ou bien la sécurité dans le pays, bon, ce sera le moment pour les Syriens de juger les fautes des gens pendant les crises. Mais à la côté de la Syrie, il y en a d'autres crises. C'est Yémen. En grande capacité militaire de l'Arabie Saoudite, appuyant par les pays de l'Ouest, il est bombardé quotidiennement des Yémen. Mais ça ne bouge rien. Ça n'a rien à voir de dire qui est responsable, qui donne la capacité, qui donne la facilité, qui donne les bombardiers, qui donne les... Mais de l'autre côté, en Bahreïn, une majorité d'une tendance était gouvernée par une minorité. Les pays voisins étaient présence militaire en Bahreïn. Et il n'y a pas sortir quelque chose de dire bon, quel est le sens de la majorité ou bien de la démocratie. Eh bien, tel, ou etc. C'est-à-dire, dans deux mots, la situation dans la région étant compliquée, bien en crise, parfois la guerre, mais la solution, c'est le dialogue entre les gens de la région, sans intervention de l'étranger, permettant de la population de chaque partie d'être ensemble, trouver la solution. Nous, comme le pays qui vivons dans la région, tout à fait près, avec la région, bien hors de la région,
parler, donner l'expérience, donner le sentiment et présenter la solution. Même nous avons le plan de 4 points pour la Syrie, le plan de 4 points pour l'Irak. Il est déjà présenté et nous sommes là. Surtout là, sur la Syrie, même nous n'étions pas invités à Genève, mais nous étions toujours prêts de donner notre avis sur la situation. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être en Astana avec la Turquie, avec la Russie, une partie des Syriens, pour aider à la Syrienne de trouver une solution parfois acceptable, parfois exigeante de part et d'autre, mais quand même de donner notre expérience pour aider la Syrie. Bon, retourner sur le sujet essentiel. C'est que l'accord nucléaire entre l'Iran et la communauté internationale, c'est un accord consacré au nucléaire, et d'autres sujets s'appartiennent à un moment de parler sur le sujet qui est le sujet de tout le monde, surtout dans la région. En ce qui concerne la relation avec l'Europe et surtout avec la France, heureusement, aujourd'hui, malgré l'histoire de haut et bas dans le passé avec la France, aujourd'hui nous sommes dans une période assez acceptable pour l'un et l'autre, grâce à contrat ou bien un accord nucléaire qui nous donne, malgré la position dure de la France, mais quand même on donne un grand avantage d'aller ensemble vers l'intérêt mutuel. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de travail, de coopération, contact au haut niveau, autorités de part et d'autre, entreprises qui sont en train de trouver la solution pour les projets, surtout les projets essentiels pour les deux pays, en commençant la coopération dans le domaine d'énergie, qui est l'essentiel pour nous, le pays qui a les capacités, et la France qui a des possibilités d'une façon ou d'autre d'entrer le sujet. Mais surtout, on pense que, à part de la relation économique, politique, c'est la relation culturelle qui l'importe, surtout pour nous. La présence d'une grande communauté iranienne en France, les étudiants, les jeunes iraniens qui sont là, qui veulent continuer dans cette société, dans les contrats ou bien dans les relations bilatérales, culturelles de l'université qu'il existe, ce sera un grand avantage pour l'avenir de la relation. Merci bien pour donner cette occasion moi de vous dire quelques mots. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je suis tout à fait disponible s'il y avait quelques idées qui m'aidera de trouver d'une façon ou d'autre la solution pour la difficulté qui est devant nous. Merci bien. Merci, monsieur l'ambassadeur. Si vous voulez,
la soirée va continuer en s'articulant autour de deux choses, la situation iranienne à l'intérieur et également dans la région. Et puis, une analyse approfondie d'Éric Dénessé de cet accord dont on parle beaucoup actuellement. La réponse de l'Union européenne a été très très claire au moment où Madame, notre secrétaire italienne, la commissaire italienne aux affaires étrangères, a répondu en effet à M. Trump. Cet accord s'est fait avec plusieurs pays et pas seulement avec les États-Unis. C'était clair, net et précis. Les gens qui vont en Iran reviennent toujours avec cette phrase qu'il nous dit: tiens, c'est pas du tout ce qu'on nous a montré à la télé et ailleurs en France. Oui, en effet, la télé est une loupe, et en même temps, cette année, moi, le 4, je pars en Iran, et ce sera mon 4e voyage avec une 50aine de personnes. Des gens de la société civile, des lecteurs de Cahiers de l'Orient, certes, mais également des gens qui n'ont pas de responsabilité nationale ou autre. Il est bien entendu qu'aller en Iran, c'est aller aussi vers 5000 ans, 6000 ans de civilisation. C'est aussi aller vers un pays qui lui-même a la trouille. Regardons une carte. Les Iraniens sont entourés d'un côté par les Arabes, de l'autre par les Pashtuns, les Baloutches, les Tadjiks, les Ouzbeks. Les Iraniens sont à 98% chiites. C'est une goutte d'eau dans un océan sunnite. Certes, ne dites pas aux Iraniens que c'est une guerre sunnito-chiite, ils n'aiment pas trop ça. C'est vrai, les chiites dans le monde ne sont que 13% des musulmans. 85% des musulmans appartiennent à la communauté sunnite. Les deux autres, ce sont ce qu'on appelle les sortants, les kharijites, aussi bien dans la presqu'île de Djerba que dans le Nzab algérien, que, bien entendu, au pouvoir dans le sultanat d'Oman. D'ailleurs, n'oublions pas le sultanat d'Oman qui joue les médiateurs entre l'Arabie saoudite et l'Iran, précisément dans les crises qui se sont multipliées et suivies. Maintenant, c'est un pays magique, certes, mais à l'intérieur, ce n'est pas des clones. Il y a des opposants. Il y a même, j'allais dire, une sorte de rupture entre la société civile et les gens du pouvoir, mais il y a aussi une liberté de presse qui est étonnante, qui me rappelle celle de l'Algérie. Les noms d'oiseaux fusent dans les journaux. Je peux vous le dire. Tel journal attaque tel parti politique, tel autre journal attaque un autre parti politique, mais une liberté de presse assez étonnante. Alors, vous allez parler de dictature ou de théocratie, oui, certainement, il y a un régime fort. Mais ce régime n'est pas non plus monolithique. Il y a une campagne actuellement dans la presse iranienne contre le président du Parlement, Ali Larijani. Et il y a des gens qui s'expriment très très nettement. Dernièrement, il y a deux choses qui occupent aujourd'hui l'Iran. Un homme qui est zoroastrien de la merveilleuse ville de Yazd a été élu au conseil municipal. Quelqu'un qui est arrivé au 41e rang, s'est plaint en disant comment un non-musulman peut être dans un conseil municipal. Automatiquement, le guide lui-même a répondu en disant il a été élu et basta, nous sommes iraniens avant tout, notre religion ne regarde personne d'autre,
il y a eu Laredjani lui-même qui a répondu, puisqu'il a été interpellé, etc. Et bien entendu les membres zoroastriens du Majlis. C'est pour dire qu'il y a des discussions. Alors moi je pose la question, y a-t-il en face des discussions de l'autre côté du Golfe Persique? Je n'en ai pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant. Je ne cite pas de pays parce qu'il s'agit de tous les pays. Il n'y a que le Koweït qui a un parlement, mais ce parlement est dissous à chaque fois que ces décisions déplaisent à l'émir. Certes, il y a des élections, mais il ne reste pas moins que. D'où vient cette diversification ou cette diversité? Je ne sais pas s'il vous est arrivé de lire la BD, la bande dessinée Astérix chez les Corses. C'est le seul livre de Goscinny et d'Uderzo où il y a un préambule qui commence par dire « Les Corses nous ont donné Napoléon et Pascal Paoli, les Corses nous ont donné énormément de Français corses dans le monde entier, les Corses font un fromage le nul extraordinaire, etc., etc. » Et à la fin, il dit « Pourquoi c'est ce préambule? Parce que les Corses sont un peuple très susceptible. » On aurait pu remplacer Corse par Iranien. Les Iraniens sont fiers, sont orgueilleux, mais sont extrêmement susceptibles. Je vous renvoie à la carte. Ils sont entourés d'hostilité. Donc, ceci explique cela. Qui a donné la puissance régionale et l'incontournabilité de l'Iran? Souvenez-vous, lorsqu'en 2003, le petit président Bush, pas le grand, le petit, rentre en Irak, il désintègre l'Irak, il renvoie son armée quasiment dans ses foyers, il envoie le parti basse ailleurs également, et ce qui fait qu'aujourd'hui l'Irak est réellement une fédération éclatée. Mais en 2003, les Américains ont dit on va établir la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est uniquement la loi du nombre. C'est tout. Tout le monde savait que 57% de la population appartenait à la communauté chiite. Donc, les chiites ont eu tous les pouvoirs, sauf Bagdad. Les sunnites ont perdu tous les pouvoirs, sauf Bagdad. Mais, sur le plan régional, la puissance iranienne, ce qu'on appelle dans la presse occidentale l'arc chiite, c'est pas du tout l'arc chiite. Vous oubliez que les Iraniens aujourd'hui sont les héritiers des Mèdes, des Achéménides, des Perses, et aujourd'hui c'est un arc perse. Téhéran, Bagdad, Damas, et je vous renvoie à ce que vient de dire l'ambassadeur, pourquoi ils soutiennent le gouvernement actuel, Damas, et bien entendu, le port de Tyr, le Hezbollah libanais, qui contrôle le port de Tyr. Pour la première fois depuis 6 siècles, l'Iran, grâce aux Américains, alors à leur bêtise, à la stratégie, je vous laisse le choix de l'adjectif, grâce aux Américains, est devenu une puissance méditerranéenne. Parlons de l'autre côté de la carte, du côté de la mer d'Oman, du golfe d'Aden, le Yémen. Guerre orpheline, si on peut dire, personne n'en parle en effet, personne. Les Zaydites, qui sont une branche du chiisme, sont descendus de leur montagne. En 2009 déjà, les Saoudiens, avec KBS, Khaled Ben Sultan, a commencé à bombarder, mais il n'a pas pu les déloger de leur montagne.
Et la guerre a repris. La guerre a repris et les Zaïdites ont pris Sanaa et sont en porte d'Aden, bien entendu. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont toujours été opprimés, écartés, isolés de tous les pouvoirs, qu'ils soient locaux ou nationaux au Yémen. Donc, ceci explique cela également. Troisième point, quand on me dit que la lecture confessionnelle n'est pas importante, c'est vrai, et je suis le premier à le dire, sauf qu'elle est devenue aujourd'hui incontournable. Pourquoi? Parce qu'on a brandi, le on en français étant toujours un pronom personnel indéfini, on a brandi tout simplement la peur du chiisme. On nous a fait avoir peur de l'Iran. Or, il n'y a pas de quoi avoir peur de l'Iran, dans la mesure où, précisément, cette peur qu'on a voulu nous faire sentir a été la cause de l'incontournabilité de l'Iran. Aujourd'hui, l'édifice, que ce soit de tout temps, érigé par l'Iran, reste fragile, certes. Qui va défendre l'Iran si jamais les hordes des talibans d'Afghanistan ou du Pakistan déferlent sur la frontière orientale? Certainement pas les Occidentaux, malgré le sacro-saint principe qui a été complètement détruit, mis en brèche, qui est dans la Charte des Nations Unies de la souveraineté des États. Nous, avec notre French Doctor, nous avons inventé le devoir d'ingérence. On a été partout. Est-ce qu'on aurait admis, je pose la question, que feu le colonel et le fantasque Kadhafi viennent au secours des Corses qu'ils considéraient comme opprimés par la République française? Mais on aurait vitrifié la Libye. La Libye, son peuple et ses dirigeants. On l'aurait effacé de la carte. On ne peut pas imaginer un seul instant un pays du Sud utiliser ce principe du devoir d'ingérence. De deux choses l'une, on veut éliminer le principe de la souveraineté des États, moi je veux bien, mais qu'on le remplace par quelque chose de sensé, acceptable par les 193 membres des Nations Unies. Et enfin, je dirais, aujourd'hui, on peut reprocher à l'Iran son ingérence, par exemple, à travers le Hezbollah libanais, dans la vie politique libanaise, certainement. D'ailleurs, quand je parle avec les gens du Hezbollah, que ce soit ici ou là-bas, je leur dis, mais vous avez signé l'accord de Taïf, cet accord qui était censé mettre fin à la guerre au Liban. Très bien. Et donc vous avez dit 50% pour les chrétiens, 50% pour les musulmans. Et aujourd'hui, vous réclamez le tiers du gouvernement. Non. Réclamez le tiers de la partie musulmane. Ça vous regarde. Bon, comme on se connaît bien et on est très liés, ils me répondent, s'il te plaît, continue à écrire en français. Que personne ne lit l'arabe, le français au Liban. Et puis le français au Liban. C'était très clair. Bon, indépendamment de cela, la France a eu avec l'Iran, la Perse, 4 siècles, 400 ans de relations paritaires et égalitaires. Souvenez-vous, le bourgeois gentilhomme avec les mamamouchis, etc. Même dans la culture, la mentalité perse avait pénétré. Bien entendu, pour revenir à cet accord nucléaire ou aux relations, je reviens aussi au fait
du déferlement des talibans, qui va venir? Certainement pas les Occidentaux. Ils ont autre chose à faire aujourd'hui avec tous leurs problèmes auxquels ils ont participé à la création. Néanmoins, quel est aujourd'hui l'ami prodigieux ou l'allié fiable de l'Iran? Certainement pas les Russes, contrairement aux apparences, ni les Anglais. Le plus petit des Iraniens ne peut pas oublier que la Russie et l'Angleterre ont voulu dépecer l'Iran au début du XXe siècle. Qui reste-t-il? L'Allemagne, ce n'est pas une nation stratégique, c'est une nation marchande. C'est pour ça que sur le plan du marchand, l'Iran, les Iraniens, qui sont un peuple marchand et pas commerçant d'ailleurs, marchand, s'entendent bien avec les Allemands. Ensuite, il n'y a plus que comme alliance stratégique possible, ou les États-Unis, ou la France. Avec les États-Unis, les Iraniens savent parfaitement qu'il s'agira toujours d'un rapport de force. Mais quand ils téléphonent en France, ça sonne aux abonnés absents. Et pourquoi? Parce que depuis 2005, la France, dans cette région du monde, le Proche et le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et la vallée du Nil, n'est plus cette puissance qui avait une politique et une vision. Quelle était-elle cette vision? Depuis 1958, depuis surtout le discours de Gaulle à Phnom Penh, ce qu'on appelle le fameux discours de Phnom Penh, la France avait décidé de parler avec tout le monde. Ce qui fait que même les gens qui ne se parlaient pas dans la région passaient par la France. Algérie, Maroc, Égypte, Soudan, Libanais, Syriens, Israéliens et Palestiniens. Eh bien, aujourd'hui, la France est mise dans un camp contre un autre. Et donc, automatiquement, la France n'est plus audible. Et la France n'est plus crédible, surtout. La France veut jouer dans la cour stratégique. Mais nous le savons toutes et tous, la cour stratégique, il y a un seul acteur. Et la preuve, on l'entend hurler, on l'entend vociférer tous les jours de l'année. Eh bien, automatiquement, la France ne peut pas être le numéro 1 de la cour stratégique. En revanche, la France peut être le numéro 1 de la cour culturelle. Ne souriez pas. Fabriquez des francophones, vous fabriquerez à l'usine, quasiment, des républicains. J'en ai marre d'entendre personnellement, depuis 5 ans, démocratie, démocratie. Je connais une seule définition de la démocratie, démocratia. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donnez-moi le nom d'un seul État sur la planète qui obéisse à cette définition. Il n'y en a pas, j'ai cherché avant vous. En revanche, la République, lui, qui implique obligatoirement des outils démocratiques, celle-là, oui, avec 4 socles pour nous, Français. La citoyenneté qui transcende notre appartenance identitaire, communautaire et régionale, qui me rend co-responsable de la cité avec vous toutes et vous tous. L'égalité, la solidarité, parce que si vous arrive quelque chose, je veux payer de mon argent, mais aussi de mon temps, de ma personne. Et enfin, nos parents nous ont amené la laïcité. Merveilleux trésor que nous ne sommes pas prêts à perdre malgré toutes les brèches, malgré tous les coups de boutoir que nous recevons depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, je crois, l'intérêt de la France de retrouver la parole avec tout le monde.
Et je dois dire, en tant qu'observateur, j'ai été très heureux d'apprendre que M. Macron, chef de l'État, a annoncé, en attendant l'invitation bien entendu, son départ pour l'Iran. Quand? Attendons et voyons, mais enfin il l'a dit publiquement, c'est de très bon augure. C'est peut-être un moyen de reparler avec tout le monde dans cette région. Quant à la fameuse confrontation entre Israël et l'Iran, regardez une carte. N'en déplaise aux politiciens des deux pays, ils sont des alliés objectifs. Ils ont exactement les mêmes intérêts. Ils sont tous les deux entourés, assiégés, devrais-je dire, et en même temps, on le verra d'ailleurs assez rapidement, il n'y a pas un jour depuis 1979 qui se soit passé sans qu'il n'y ait des relations entre les appareils de l'État d'un pays et de l'autre. Je peux en témoigner moi-même. Indépendamment de cela, j'allais dire que tous les deux sont les garants d'une stabilité certaine, l'un au Proche-Orient, l'autre au Moyen-Orient. La France doit comprendre que, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que l'économie, il y a la culture, il y a les peuples. Et je peux vous dire, la manière dont les Français sont accueillis en Iran quand nous arrivons à 50, 40 ou 60 prouve à quel point il y a une demande de France dans ce pays. Par exemple, nous voulons négocier avec l'Iran, très bien. Commençons par voir comment on peut récupérer le lycée français ou la maison de France, qui se trouve comme par hasard rue Neuf-le-Château. Il n'y a pas de hasard, je dirais. Et en même temps, commençons à monter de vrais partenariats culturels, scientifiques. Ils n'ont pas besoin de nous. L'embargo qu'on leur a imposé les ont rendus autonomes et autarciques. Mais on a toujours besoin de l'autre, d'un côté comme de l'autre. Simplement, il faut le reconnaître. Il y a un proverbe, pardonnez-moi en arabe, que j'aime beaucoup. Qui t'a fait fanfaron? Personne. J'ai fait le fanfaron, mais personne ne m'a retenu. Alors, d'un côté comme de l'autre, parce que les Français ne sont pas en reste, ne soyons pas fanfarons. Je crois qu'il est temps, non pas d'aller toutes les entreprises françaises vouloir vendre quelque chose, mais bâtissons surtout un véritable partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire un partenariat? Ça veut dire respecter l'autre dans son altérité telle qu'en lui-même. Mais comment peut-on le respecter si on ne le reconnaît pas comme son alter ego? Et comment peut-on reconnaître quelqu'un si on ne le connaît même pas? Je vous remercie. Bonsoir à tous, je vous rassure, ce ne sont pas les propos d'Antoine qui m'ont fait m'étouffer en buvant ce verre d'eau, c'est une coïncidence pure, n'y voyez pas une réaction cachée. Bon, c'est d'abord toujours un grand plaisir d'intervenir après un ami comme Antoine Sfer et après Monsieur l'ambassadeur. Moi, je vais articuler mon intervention autour de 3 points. Dans un premier temps, essayer de revenir sur les idées fausses que nous avons sur l'Iran. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur ce qu'a été, et ce qui est toujours d'ailleurs, la réalité du JCPOA et les avancées qu'elle a permis, ce qu'elle permet ou pas de faire en matière de commerce et les pressions que les Américains nous imposent dans ce cadre-là.
Et je terminerai en vous donnant un avis sur les dessous de la politique américaine aujourd'hui autour de la question iranienne, pour que nous essayions ensemble de distinguer quelques lignes de force pour les semaines à venir. Tout d'abord, les idées reçues, je crois qu'elles sont importantes parce que nous avons mis, et nous mettons toujours plus de temps à évoluer dans notre perception de l'Iran que nous le faisons sur d'autres pays. C'est vrai qu'on oublie souvent, je voudrais commencer par là, que la révolution de 1979, que l'on soit d'accord ou pas avec cette révolution, est une vraie révolution populaire. Et elle ne doit pas être, je dirais, rejetée comme étant, comme on a souvent essayé de la faire passer, comme un phénomène d'islamisation de la société avec des manipulations. Il y avait de véritables attentes, et vu qu'elle s'est produite à un moment géopolitique où, bien sûr, nous considérions ça comme une menace, on a très souvent minimisé l'impact populaire de cette révolution de 1979. Ensuite, de 80 à 88, nous avons été indirectement en guerre avec l'Iran, puisque nous livrions des armes à l'armée irakienne. Mais depuis 1988, les choses sont à peu près, à défaut d'être entrées dans l'ordre, se sont atténuées. Ça veut dire que, objectivement, nous sommes 30 ans après cet événement de 1988. Les relations et les idées reçues sont toujours fortes. Essayons, à titre de comparaison, de nous replonger dans les relations franco-allemandes. 30 ans après 1945, nous sommes en 1975, les accords Konrad-Adenauer de Gaulle ont eu lieu, donc nous avons été capables de bâtir des choses solides entre nous. Et donc, bien sûr, l'Iran est un pays plus lointain, ce n'est pas un pays de culture européenne à la différence de l'Allemagne et un pays voisin, mais nous sommes très en retard sur l'évolution des mentalités vis-à-vis de ce pays avec lequel, Antoine le rappelait très justement, nous avons de très anciennes relations. L'autre aspect sur les idées reçues, et c'est vous dire à quel point elles ont du poids, c'est que beaucoup de nos contemporains, de nos politiques, des journalistes, considèrent, alors sous l'influence américaine en partie, que nous avons affaire avec l'Iran à un État voyou. Alors j'aimerais devant vous faire une petite comparaison. Alors moi, il est important de les citer, avec l'Arabie Saoudite notamment. J'en profite pour signaler que nous venons de sortir avec mon équipe un livre qui s'appelle « La menace mondiale de l'idéologie wahhabite ». Parce que cet État et son idéologie sont très largement sous-estimés. Quelques chiffres, monsieur l'ambassadeur en a donné tout à l'heure. Le budget de défense de l'Arabie Saoudite est 5 fois et demi celui de l'Iran. 5 fois et demi. Le budget des Émirats Arabes Unis, le budget militaire, est 2 fois celui de l'Iran. Et si on cumule les 12 milliards de budget militaire iranien et aux 5 milliards de budget égyptien, on arrive au budget de la défense israélien, 17 milliards. Donc la menace, encore une fois, il importe de la relativiser. D'ailleurs, nous avons les mêmes idées reçues sur la Russie, je passe rapidement à la matière. Donc, l'Iran n'a que le 5e budget de défense du Moyen-Orient, derrière les Émirats, Israël, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Encore une fois, où est la menace militaire au sens propre du terme? Une seconde anecdote que je crois que j'ai déjà racontée ici, et je m'en excuse pour ceux qui étaient présents. Avant même l'accord 5+1 sur le nucléaire, lorsque nous critiquions les Iraniens sur la constitution d'un arsenal nucléaire, enfin l'éventuelle constitution d'un arsenal nucléaire, je crois qu'il faut se souvenir de 2 choses. Nous avons, nous, Français, par volonté de souveraineté, c'est une très bonne chose, bâti notre force de frappe nucléaire indépendamment de la volonté américaine, notamment en faisant une partie d'espionnage aux États-Unis. Et je me souviens très bien de ce que les dirigeants israéliens disaient au général de Gaulle et à ses prédécesseurs lorsqu'ils venaient en France dans les années 60, et que le général de Gaulle demandait, je crois que c'était à l'un des, je ne sais plus lequel, mais quelqu'un qui a été directeur au ministère de l'Industrie, qui est fini Premier ministre, en disant « Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un réacteur nucléaire à Dimona ?» Et systématiquement, les Israéliens leur disaient « C'est pour la recherche scientifique, c'est pour l'agriculture et c'est pour la recherche médicale. » Donc, quand bien même nous reprocherions à l'Iran de développer un programme clandestin nucléaire, souvenons-nous que nos amis israéliens n'ont pas fait autre chose. Donc, essayons de ne pas avoir 2 poids, 2 mesures. Évidemment, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de prolifération, nous sommes tous d'accord. Je terminerai sur un point. Alors oui, je voulais faire un élément de comparaison. On a toujours l'impression en France que l'Arabie Saoudite, voire le Qatar, sont des États respectables, notamment parce que je crois qu'ils financent nos partis politiques de manière directe ou indirecte, et que l'Iran n'en est pas un. On nous dit, il y a bien sûr de la peine de mort en Iran, il y a toute une série de choses qui ne vont pas. Mais dès qu'on regarde ces chiffres,
qu'est-ce qu'on voit? À peu près, hein, j'arrondis les chiffres, à peu près 500 exécutions par an en Iran et en Arabie Saoudite. La seule différence, c'est qu'il y a 80 millions d'habitants en Iran et 20 millions en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite exécute donc 4 fois plus que l'Iran. En Iran, la grande majorité des peines de mort sont prononcées pour des trafics de drogue. En Arabie Saoudite, on a des peines de mort pour des délits religieux, pour de l'opposition au régime. L'Iran ne finance pas aujourd'hui le terrorisme qui frappe sur notre territoire. L'Arabie Saoudite est à l'origine idéologique, voire financière, voire militaire, des mouvements qui ont mis le Moyen-Orient à feu et à sang et qui, directement ou indirectement, nuisent aux intérêts français sur notre propre territoire. Donc, il me semble quand même particulièrement important d'avoir un regard objectif sur la situation. Et je terminerai par un point qui est aussi capital, recevoir des leçons de nos amis américains, des leçons de moralité, hein, qui les amènent à appeler État voyou tous ceux qui ne rentrent pas dans la logique des choses, me prêtent à sourire, parce que quel est l'État qui a légalisé la torture à partir de 2002 ? Quel est l'État qui a mis la totalité de sa population sur écoute? Quel est l'État qui a bafoué les règles de l'ONU pour envahir illégalement l'Irak en 2003? Quel est l'État qui utilise aujourd'hui l'extraterritorialité du droit pour racheter des entreprises étrangères et déstabiliser les économies, notamment l'économie française? Ce ne sont pas les Iraniens, ce sont bien les Américains. Donc, malheureusement, on observe chaque jour que les idéaux néoconservateurs américains gagnent malheureusement, des parts de marché dans les cerveaux d'un certain nombre de décideurs français. Je crois qu'il faut être très conscient de ça. Nous avons une vision des événements qui est de plus en plus faussée par des gens dont les intérêts personnels ou sur lesquels l'influence américaine les amène à défendre des intérêts qui ne sont plus des intérêts français. Et comme le disait Antoine Sfer, c'est aussi la traduction que nous n'avons plus de vision dans ce pays. Voilà. Deuxième point que j'aimerais évoquer maintenant, cet accord. Cet accord, moi je l'ai beaucoup étudié. Il se trouve que nous conseillons un certain nombre d'entreprises françaises sur la compréhension de ce qu'est l'accord 5+1. Et je dois dire que c'est un bon accord. Monsieur l'ambassadeur disait que les négociations avaient été très dures, que notamment Laurent Fabius n'a pas joué un rôle constructif particulièrement marqué, mais que finalement ça s'est un petit peu retourné en faveur des Iraniens, parce que tout ce qui avait été fait d'une manière très dure permet aujourd'hui de dire que les garanties qui ont été demandées sont des garanties solides. Cet accord est une véritable avancée. Il est évident qu'il ne concerne que le nucléaire. L'accord sur les missiles balistiques iraniens ne font pas partie de cet accord. Mais les Américains ont bien signé un accord qui ne concerne que le nucléaire et pas du tout les missiles balistiques. Donc, soyons très, très précis sur ce que représente cet accord. Une vraie avancée diplomatique. D'abord, il a permis aux 6 nations de se parler. Et ça, c'est pas la moindre des avancées. Il a permis ensuite de mieux se connaître. Et puis, toute une série de règles ont été mises en place. Et je vous dis c'est un bon accord. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en l'absence d'accord, il y a quelques années, PSA, donc Peugeot, a dû quitter précipitamment l'Iran, ce qui a beaucoup froissé nos amis iraniens, qui ont considéré que c'était une trahison et une attitude tout à fait insultante, parce qu'il n'y avait pas de mécanisme qui permette de sortir progressivement d'un pays sous embargo. L'accord JCPOA, donc, qui a été signé en 2015, permet, les Américains ont d'ailleurs eu des positions qui étaient parfois assez constructives, permet à tous les acteurs économiques occidentaux qui investissent, qui vont continuer à investir en Iran, d'avoir ce qu'on appelle un snapback. C'est-à-dire que le jour où les Américains, espérons que ça ne se fera pas, mais redécréteraient un embargo sur l'Iran et pourraient donc décider de poursuivre toutes les entreprises occidentales, non américaines, ayant des relations économiques avec Téhéran, eh bien le phénomène de snapback laisse à ces acteurs économiques 1 an pour pouvoir sortir, et là, avec pas d'effet rétroactif. On ne pourra pas attaquer les entreprises européennes qui avaient fait avant cette date hypothétique des relations commerciales avec l'Iran. Et à partir du moment où les Américains décideraient d'un embargo, les acteurs économiques ont 1 an pour pouvoir sortir. Donc c'est sur le plan commercial, sur le plan des garanties qui sont données aux uns et aux autres, un accord qui est très intéressant. Les Américains sont capables, et autour de cet accord, on fait des avancées. Il y a 9 mois de cela, l'OFAC, qui est donc l'Office of Foreign Asset Control aux États-Unis, est allé jusqu'à permettre certaines transactions en dollars, à condition que ça reste de la monnaie virtuelle et que ça se passe en dehors des États-Unis, parce que les entreprises allemandes, françaises, italiennes avaient encore des actifs dans des banques américaines et il a été décidé de pouvoir les rapatrier. Et puis on voit jusqu'à ces derniers jours
toute une série de personnalités, alors en Europe évidemment, mais aux États-Unis et jusqu'au Pentagone, qui affirment haut et fort, même si la presse ne s'en fait pas assez l'écho, que les Iraniens respectent l'accord. Des généraux américains l'ont dit il y a quelques semaines. Ce ne sont pas que les Français, les Allemands et les Italiens qui, pour des soucis commerciaux, veulent absolument défendre cet accord. On a à côté américain aussi toute une série d'acteurs qui considèrent que cet accord a été important, qu'il a été positif et que, avec toutes les contraintes que auxquelles l'Iran doit faire face aujourd'hui, eh bien cet accord marche et que sur le plan du nucléaire, Téhéran joue le jeu. C'est une deuxième avancée assez phénoménale. Parce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, les pays qui respectent les résolutions de l'ONU et qui respectent les règles du jeu, on les compte sur les doigts d'une seule main. Je vous rappelle que Israël, qui est un ami et allié de la France, a quand même bafoué 400 résolutions de l'ONU. Quelles qu'en soient les raisons, nous n'avons pas changé de jugement sur nos amis israéliens pour autant, et ça reste un allié proche de la République française, mais essayons systématiquement de ne pas voir les choses en deux poids, deux mesures. Cet accord, qui est quand même très positif aujourd'hui, finalement, il est assez utilisé en Europe, sauf par la France. Nous sommes aujourd'hui le 11e ou le 12e partenaire économique de l'Iran, je crois, loin derrière l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni. Nous sommes les plus frileux à redévelopper le commerce avec l'Iran. Alors les raisons sont simples. La France est le pays qui a le plus souffert de l'application extraterritoriale des lois américaines. BNP Paribas a pris presque 9 milliards de dollars d'amende pour avoir contourné l'embargo au Soudan. Vous noterez qu'il y a une semaine de cela, les Américains ont levé l'embargo sur le Soudan, pour lequel ils avaient condamné BNP Paribas. On a toujours le même chef d'État au Soudan, celui qui a massacré allègrement au Darfour, mais ce monsieur a accepté de ne plus acheter d'armes à la Corée du Nord. Les Américains ont sûrement quelque chose à lui vendre, et du coup, il est sorti des listes d'embargo. Alors, on est dans un paradoxe terrible, c'est qu'aujourd'hui, de grandes entreprises françaises ne font pas d'affaires avec l'Iran parce qu'aucune banque française ne veut travailler avec Téhéran. Oui, honnêtement, il y a 2 banques françaises qui font du travail avec l'Iran, mais ce sont des banques qui sont destinées aux PME. Quand un groupe comme Accor dit qu'il a besoin de lignes de crédit de 450 millions d'euros pour construire des hôtels, c'est pas de Lubac ou Wormser qui va leur déclencher des lignes de crédit de cette nature-là. Pour certaines de nos PME, sur des lignes de crédit de 5 à 20 millions d'euros, des petites banques d'affaires peuvent travailler. Mais aujourd'hui, il y a un véritable blocage sur le développement des affaires entre la France et l'Iran, parce que nous sommes ceux des Européens qui vivons le plus sous une crainte de reprise des sanctions américaines à notre encontre. Je vous rappelle que Frédéric Pierucci, l'ancien vice-président d'Alstom, qui avait fait 14 mois de prison aux États-Unis dans le cadre du rachat de General Electric par Alstom, rentre après-demain de nouveau en prison aux États-Unis pour 1 an. Parce que l'accord n'étant toujours pas finalisé, les Américains sont en train de démanteler la filiale GE Hydro à Grenoble, tant qu'ils craignent une réaction du gouvernement français, ils ont décidé de remettre en prison notre compatriote qui est tout à fait innocent dans une opération comme ça. Encore une fois, pardonnez-moi, où il est avoué. Donc aujourd'hui, cet accord est un bon accord. Les Américains y ont participé en partie à leur manière. Les Français ont été les plus réticents et les plus pointilleux sur cet accord. Et finalement, nous sommes ceux qui l'utilisons le moins, alors que l'attente côté iranien est réelle. Alors, nous ne sommes pas dupes. Quel est l'intérêt de nos amis iraniens? C'est de ne pas être dans les mains d'une seule puissance étrangère. Ils n'ont aucun intérêt à être dépendants ou de l'Allemagne, ou de l'Italie, ou des États-Unis. Il est tout à fait légitime. Et ce sont les demandes que l'on entend souvent à Téhéran ici, qu'il y ait plus d'entrepreneurs français qui aillent dans ce pays. Pour l'instant, la situation ne s'améliore pas et la déclaration du président Trump il y a quelques jours n'est absolument pas faite pour pousser nos entrepreneurs à aller de nouveau sur place. Mais je suis assez sidéré, c'est un manque de courage évident. Les déclarations du président Macron sont très intéressantes, mais vont-elles être suivies des faits? Je suis personnellement très dubitatif parce qu'il y a des vraies portes qui s'ouvrent, mais parfois le président dit son contraire. Sur la Syrie, il dit qu'il faut qu'on arrive à une solution négociée, et puis il se propose de juger Bachar d'un autre côté. Donc les avancées finalement sont beaucoup plus faibles que le discours ne le laisse croire. Et donc attendons de voir ce que va donner son voyage. Je sais que le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Sharif, était à Paris en juillet. Il était très satisfait de la rencontre qu'il avait avec le président Macron, parce qu'il y a au moins
une volonté d'écoute qui n'existait pas auparavant. Sincèrement, je suis encore aujourd'hui dubitatif sur ce que les entreprises françaises vont pouvoir réellement faire aux États-Unis, et en Iran, dans la mesure où la crainte des sanctions américaines de la part de nos banques est telle que c'est quasiment impossible de faire un business avec des volumes importants sans passer par des banques de grande taille. Troisième point sur lequel je voudrais terminer, c'est quelles sont finalement les raisons de l'évolution de cette politique américaine. Alors, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que vous entendez beaucoup dans les médias, parce que je suis personnellement, à part sur la situation iranienne, un soutien du président Trump. J'entends souvent, on n'arrive pas à évaluer le comportement de Trump. Effectivement, ce n'est pas un homme d'État. Mais moi qui ai la chance d'avoir un pied dans le monde des affaires, quand on sait comment fonctionne un businessman américain, dans le comportement de Donald Trump, il y a énormément de traits caractéristiques du businessman américain. Il ne fonctionne pas comme un homme d'État, il fonctionne comme un homme qui est dans le business. Deuxième chose, on sous-estime totalement le fait que son élection a surpris tout l'establishment américain. Et si c'est un homme qui a tweeté dès lors qu'il a été élu, qui n'a pas entendu sa prise de fonction officielle, c'est qu'il a compris tout de suite que l'ensemble de l'establishment américain ou démocrate allait se retourner contre lui et allait tout faire pour empêcher son accession au pouvoir. Je vous avoue que nous avons vraiment cru à un moment donné qu'il aurait pu lui arriver un accident à la Kennedy avant sa prise de fonction. Et ce sont des choses qu'on a peu suivies en France, mais ils ont changé in extremis 5 jours avant sa prise de fonction le général de la garde nationale qui était chargé de la sécurité de l'événement. Il faut noter, ce qu'on ne voit pas assez, que l'ensemble des leaders et des anciens leaders du renseignement américain n'ont cessé de monter contre lui des fausses opérations sur ses relations avec la Russie, sur ses relations avec d'autres milieux d'affaires qui sont totalement infondées et dans lesquels James Clapper, comme John Brennan, le patron de la CIA, donnait les informations à la presse avant même de les donner à la justice. Donc il y a une véritable cabale anti-Trump. Je ne vous dis pas que c'est un homme bien, mais la déformation que nous avons en Occident, c'est que vu qu'aux États-Unis, encore une fois, les médias, comme partout dans le monde, et ce n'est pas une critique, sont tenus par des minorités et que Trump s'en est pris de manière frontale aux minorités, qu'elles soient juives, noires, homosexuelles ou autres, et bien évidemment, ces milieux-là contrôlant les médias, en France, nous ne lisons que les médias qui sont issus de ces milieux-là. Aujourd'hui, il y aurait une nouvelle élection, Trump serait réélu, probablement d'une manière encore plus massive que la première fois. Effectivement, il est très anti-iranien, il faut le reconnaître. Mais les raisons qui le poussent à l'être, les véritables raisons, et j'attire votre attention dessus, c'est qu'aujourd'hui, le système américain est dans une situation totalement bloquée. Il doit y avoir les négociations avec le Congrès sur le séquester dans les prochaines semaines. Vous savez que le séquester, pour faire simple, c'est une espèce d'autorisation de déficit gouvernemental qui est votée tous les 4 ans et qui indique aux différents ministères le déficit maximum auquel ils ont droit. Et il est renégocié généralement à chaque nouvelle présidence. Aujourd'hui, les démocrates et les républicains au Congrès qui veulent faire tomber le président Trump bloquent par toutes les façons possibles l'augmentation des lignes budgétaires. Or, c'est un véritable paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, côté américain, nous savons très bien que l'armée de l'air américaine a un avion sur 3 en état de voler, que s'ils ne modernisent pas rapidement leur arsenal nucléaire, ils vont être dépassés, et c'est leur crainte d'être dépassés par les Russes et par les Chinois, que l'armée de terre comme les forces navales américaines doivent être modernisées, pour une raison simple, c'est que les Américains considèrent qu'ils doivent être capables de mener 2 conflits en simultané, et aujourd'hui, avec les blocages budgétaires qui leur sont imposés par le Congrès, ils ont quasiment épuisé les stocks de la Deuxième Guerre, et ils se disent si quelque chose éclatait, nous serions démunis. Et on se trouve dans une situation paradoxale, où pour pouvoir parvenir à cette modernisation de l'arsenal militaire américain, eh bien, Donald Trump et son entourage risquent bientôt de ne pas avoir d'autre solution que de déclencher un conflit du type de celui de l'Irak. Parce que sur un plan budgétaire, il n'y a qu'en menant une opération extérieure, comme on les connaît bien en France, qu'on peut dégager des lignes budgétaires hors prévision et parvenir à la modernisation qu'ils attendent. Et nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez le durcissement du discours à la fois sur la Corée du Nord et sur l'Iran, il est en partie bien sûr lié à l'allergie et à l'animosité que manifestent Trump et son entourage à l'égard de l'Iran, mais à mon sens, il est encore plus marqué par ces blocages de la société américaine actuelle. Et on voit très bien, ils se sont polarisés depuis plusieurs mois sur la Corée du Nord, et puis quand Kim commence un petit peu à mettre de l'eau dans son vin, eh bien on voit, comme par hasard, Donald Trump qui refuse de signer son autorisation trimestrielle pour valider la poursuite de l'accord. Monsieur l'ambassadeur le disait tout à l'heure,
On se souvient que Trump a tenu des discours quasiment insultants, et je ne lui reprocherai pas, contre l'Arabie Saoudite pendant sa campagne. Et après, et tout le monde dit, mais on ne comprend pas son changement de position. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Salman, il lui a proposé finalement un deal, 380 milliards de contrats. C'est le financement du réarmement de l'armée américaine que le Congrès ne lui permet pas, en échange de la protection, Salman. Ces matériels militaires vont être stockés pour partie en Arabie Saoudite et pour partie aux États-Unis. Certains ici sont anciens militaires, vous connaissez probablement comme moi la valeur à peu près nulle de l'armée saoudienne. Il n'y a que la garde nationale qui vaut à peu près quelque chose, mais les pilotes sont marocains, les soldats sont pakistanais, il n'y a pas d'armée digne de ce nom. Aujourd'hui, les Américains sont en train de reconstituer un certain nombre de stocks par le biais d'alliances de cette nature. Je ne pense pas qu'il y ait un amour immodéré de Trump et de son entourage à l'égard de l'Arabie Saoudite, mais vu que leur détestation de l'Iran est plus forte que leur amour de l'Arabie Saoudite, eh bien, ils ont choisi leur camp. Et je vous avoue que la situation des semaines ou des mois à venir nous préoccupe particulièrement. Il y a un phénomène de balancier observé en disant où est-ce qu'aujourd'hui les Américains pourraient être tentés de déclencher une opération extérieure d'ampleur plus ou moins importante. C'est très difficile à évaluer d'avance. Alors ce ne sera évidemment pas l'Ukraine, ce ne sera évidemment pas la Syrie, ce ne sera pas l'Afghanistan parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Les deux solutions qui se présentent sont effectivement l'Iran et la Corée du Nord. Alors nous, Européens, nous aurions tout intérêt à ce que, si malheureusement nos amis américains étaient capables d'aller jusqu'à ce type de folie, ce soit plutôt la Corée du Nord qui soit frappée, pour deux raisons, parce que c'est loin de chez nous, et puis la Corée du Nord n'étant pas véritablement intégrée dans le système économique mondial, les dommages sur l'équilibre planétaire seraient bien plus minimes en cas de frappe. La vraie crainte, c'est que si les pressions chinoises et russes étaient suffisamment fortes, les Américains pourraient être tentés, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins importante, de déclencher quelque chose contre l'Iran autour du Golfe Persique. Et je vous invite peut-être à suivre dans les semaines qui viennent les tentatives de la marine américaine dans les eaux du Golfe Persique, parce que je crois qu'ils sont tout à fait capables, comme en 1973, pas 73, pardon, 64, je crois, avant l'incident du golfe du Tonkin, où ils avaient fait en sorte que les Nord-Vietnamiens les provoquent avant de déclencher leur propre opération. Est-ce que, comme par hasard, peut-être dans les semaines qui viennent, ils se sentent trop chatouillés par des vedettes, des passes d'avant? Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Mais encore une fois, je termine sur un paradoxe, c'est qu'il est indéniable que Trump est un anti-iranien primaire et secondaire. Mais à mon sens, la vraie raison n'est pas tant une raison de politique étrangère qu'une raison de blocage total du système américain. Avec d'ailleurs même des jeux à contresens. Les démocrates ont permis au président Trump il y a quelques semaines aussi de dépasser sur un point particulier les limites de déficit autorisées. Mais nos amis américains ont fait des commandes de munitions extrêmement importantes à la fin de l'été. Donc nous observons, nous, toute une série de microsignes qui sont particulièrement inquiétants et qui sont beaucoup plus liés au blocage du système américain, au blocage politique actuel, à la réaction de l'establishment encore une fois, plutôt de Nouvelle-Angleterre, contre un président qui est un homme du business, qui ne vient pas du sérail, et ils sont absolument prêts à tout pour le faire tomber. Encore un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment donné où le Congrès a décidé de mettre des sanctions, d'imposer des sanctions à la Russie, le président Trump s'y est opposé, en expliquant au Congrès qu'il y aurait des réactions européennes. Des Européens. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Mais c'est-à-dire que juridiquement, si les Américains appliquent les lois extraterritoriales, ils sont en droit d'attaquer toutes les entreprises européennes, les industries notamment, qui se fournissent en gaz naturel auprès de Moscou. Donc, ils sont tellement prêts à faire tomber Trump qu'ils en arrivent à des décisions totalement irrationnelles. Donc, vous voyez, on est sur un véritable paradoxe. Donc, tout ça pour conclure. L'Iran, sachons faire évoluer nos idées. Bien sûr, nous n'avons pas les mêmes valeurs que nos amis iraniens, mais finalement, avec combien de pays du monde avons-nous, Français, avons-nous les mêmes valeurs? Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes conceptions de la religion, de la laïcité, que nos systèmes politiques sont légèrement différents, qu'il n'y a pas de possibilité de s'entendre. Deuxième aspect, l'accord du JCPOA est un bon accord, il faut tout faire pour le maintenir. Troisième aspect, nous sommes extrêmement inquiets devant la situation interne des États-Unis qui peut être facteur de déclenchement de conflits externes, notamment en Iran. Et je terminerai sur un point qui est tout à fait paradoxal aussi à mon sens, c'est qu'aujourd'hui les îlots de stabilité dans le monde moderne ne sont pas en Europe,
pas de stabilité, j'entends d'acteurs ayant un rôle stabilisateur sur l'ensemble de la situation internationale. Ils ne se trouvent pas en Europe, ils ne se trouvent pas aux États-Unis. Paradoxalement, on les trouve à Pékin, on les trouve à Moscou, et d'une certaine façon, on les trouve à Téhéran. Merci à vous. Donc peut-être s'il y a des questions, on a encore 10 minutes à peu près, s'il y a des questions. Si possible, seulement des questions courtes pour le maximum. Bon, on a bien entendu votre point de vue. Je voulais vous demander, est-ce que les officines françaises ou bien européennes, ils partagent le même avis que vous avez évoqué sur l'intention de l'Américain qui vont faire la guerre éventuellement avec l'Iran? Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Bon, d'abord, avant de dire quelques mots en réaction de la question qui se pose, je vais dire que au moins je ne partage pas au moins une partie des choses qui sont abordées au propos de certains partis de la politique étrangère de mon pays, surtout en ce qui concerne la manière de partager la politique étrangère de l'Iran sur le voie de dire que le chiisme ou bien le sunnite c'est une essentielle dans certains areas, par exemple de défendre telle ou telle manière. C'est nécessaire de mentionner que dès le début de la Révolution, c'était la connaissance officielle de Palestine, ou bien rupture avec la relation avec Israël, et appuie la résistance ou bien le mouvement de Palestine. Comme vous le savez, la conviction de Palestine, c'est de quelle manière ou de quelle tendance du monde islamique. Ça nous montre que l'essentiel, c'était pour nous, et c'est pour nous, et ce sera pour nous, c'est l'islam, sans partager entre l'un et l'autre. Et bien sûr, la majorité des Iraniens sont d'une conviction bien précise, et il y a des tendances vers l'un et l'autre. Mais ce n'est pas dire que la politique étrangère du pays s'avance ou bien orientée dans cette manière-là de défendre de tel ou tel. C'est un petit peu, disons, l'amalgame de l'un et l'autre. En ce qui concerne la politique de défendre du pays de la région, comme l'Irak, comme la Syrie, c'était d'abord le but de notre politique, c'est combattre contre le terrorisme. C'est-à-dire, si l'Iran n'était pas en Irak pour donner le nécessaire à Irakiens ou bien à Syriens, vous constatez qu'aujourd'hui, les Daesh, c'était dans quelle situation là? C'est-à-dire le défendre de la Syrie, c'était pas sur la question de défendre du gouvernement syrien, mais quand même c'était d'une façon générale, c'est
c'est l'essentiel du mouvement terrorisme, qu'il était bien avancé, bien préparé pour envahir le monde islamique partout. Aujourd'hui, nous constatons les résultats de cette politique dans les régions qui donnent la facilité aux Irakiens, débarrassés en majorité des problèmes de terrorisme, mais quand même il reste encore quelque chose. Mais la Syrie va continuer dans le sens de terminer avec le terrorisme. Deuxième chose, que dans notre société, vous le connaissez, que nous avons les minorités religieuses qui sont place d'après la Constitution, qui bien expliqué la situation des minorités religieuses. Nous sommes une société qui partage entre les musulmans, les chrétiens, les juifs et les autres. Mais la Constitution qui détermine la manière de chacun dans la société. Bon, il y en a beaucoup, c'est pas le moment d'entrer dans le détail, mais quand même, je dirais, une grande partie de la politique étrangère de mon pays dans la région s'adapte avec la situation qui est devant nous, la situation aujourd'hui même, l'invasion de terrorisme partout dans la région, et les terroristes qui viennent de toutes les parties du monde, surtout de l'Europe dès le début, mais quand même nous avons quelques pays qui étaient les plus grandes victimes de terrorisme pendant les premières décennies de la Révolution. Des groupes qui ont commis une grande action terroriste en Iran contre les autorités iraniennes, aujourd'hui basées en France. Vous le connaissez, c'est pas le moment, mais c'est-à-dire notre politique envers de combat contre le terrorisme, c'est essentiel. C'est sur la base de notre conviction. Mouvement sur le balistique. Comme vous le savez, quand on signe l'accord nucléaire, c'est la responsabilité de dire que le nucléaire militaire, il n'y a pas aucune place dans notre société. Même avant, c'est pas le moment de dire, mais quand même, l'Agence énergétique atomique est là, toujours. Nous avons membre de MPT, nous sommes en application de additionnel volontairement, mais après 2025, s'il arrive le moment de s'engagement de part et d'autre, additionnel sera dans l'Assemblée pour approuvé par l'Assemblée comme l'essentiel des choses. C'est-à-dire il y a tout prévu pour dire que nous ne sommes pas l'intention d'aller vers le nucléaire militaire. Mais essentiel, c'est que d'après notre religion, c'est tout à fait interdit d'aller vers l'arme de destruction massive. C'est plus important que la signature de l'accord. Et c'est la raison pour laquelle les tendances ou bien les prétextes de dire que balistique iranien pauvre à imagination de telle ou telle manière, c'est une imagination pour les gens qui cherchent de sortir. La comparaison de la situation en Iran avec la Corée du Nord, c'est tout à fait hors de question, parce que nous, avec la Corée du Nord, le pays qui est doté le nucléaire militaire avec n'importe quoi, mais quand même
nous sommes membres de MPT, c'est-à-dire, c'est bien clair. En ce qui concerne la question, excusez-moi si je prends quelques minutes pour éclairer certains aspects des choses. Il reste encore, mais quand même je passe parce que le temps ne me permet pas d'entrer dans le détail. Si j'ai compris, c'était la question de notre situation avec les Américains. Si ça, Moi, j'ai posé la question que si les Américains sont intention d'aller dans la guerre en Iran, est-ce que les officiers, les leaders européens, français, ils sont au courant de cette intention ou non? Je pense que imagination, c'est facile, mais quand même la réalité, c'est que, bon, chacun a sa place. Si quelqu'un décide de faire quelque chose, la réaction sera s'adapter avec l'action. Mais quand même, nous vivons dans une région, je viens d'expliquer, tant sensible, tant compliquée, tant de difficultés que ne permettent pas d'ajouter plus des difficultés. Je pense que sagesse est partout dans le monde, même s'il y en a certaines nouveautés dans certains partis, mais quand même, il y en a dans le monde le système, ou bien l'organisation, ou bien les gouvernances, ou bien tous les aspects nécessaires pour dire qu'il faut aller vers la sagesse, il faut aller vers la réalité des choses. La guerre n'est pas la solution des problèmes. C'est le dialogue qui l'importe. Voilà. Je pense malheureusement que maintenant on n'a plus le temps de poser quelques questions.